Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un grand poète, un grand musicien et un grand chanteur que j'accueille pour vous ce soir, Léo Ferré. Il vient en Tunisie, encore une fois, pour se produire dans le cadre des festivals d'été. Léo Ferré, un auteur-compositeur interprète de renommée mondiale, c'est l'un des plus grands de la chanson française et je ne vous apporte absolument rien. Léo Ferré, presque 70 ans déjà, bientôt, Oui. mais toujours jeune, solide et fidèle à ses principes. Comment faites-vous pour résister aux intempéries, aux modes qui changent? Vous êtes toujours le même. Ben, je pense que tous les gens devraient être comme moi. J'ai fait aucun effort. Vous avez dit un chiffre là, parce que c'est ça. Vous êtes né en 1916. Oui, ma sœur m'a dit, qui a plus de 3 ans, 3 ans de plus que moi, m'a dit, il y a de 3 ans, quoi. Oui. Elle m'a dit, ah, voilà, moi je vais être septuagénaire. Oui. Il y a des chiffres qui impressionnent les gens comme ça, et c'est la seule chose contre, la seule idée que moi, je ne conteste pas, bien sûr, et c'est physiologique. Et c'est la, comment dirais-je, c'est la façon pour les gens qui ont enfin, je veux dire pour moi qui sont des enfants, de 20 à 30 ans, de faire remarquer à des gens comme nous, des gens comme moi, qui sont plus, comment dirais-je, qui sont bientôt beaucoup plus près de la tombe que du berceau, n'est-ce pas? Ce qui veut, mais pour moi, peut-être la tombe, est-ce un berceau aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on en sait? Léo Ferré, les débuts étaient difficiles, je crois. Speaker et pianiste à Radio Monte Carlo, ensuite les cabarets à Paris, puis la scène. Il vous en reste quelques souvenirs de ces débuts? Bon, vous savez, je ne retourne jamais en arrière, c'est jamais très drôle. Lorsque il y a comment dirais-je, quand je rencontre un copain avec qui j'ai travaillé ou que j'ai connu à ce moment-là, on évoque toujours de bons moments, mais ils étaient très courts, n'est-ce pas? Oui. Et ce sont toujours les mauvais moments qui apparaissent, et puis ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera demain matin, n'est-ce pas? Parce que le reste, c'est la littérature, peut-être, comme l'histoire d'ailleurs. Oui. Hein, on devrait supprimer tout ça, quoi. Mais l'histoire est nécessaire. Et je sais pas, j'en sais rien. Pour l'avenir, pour construire. Je ne sais pas. Et savoir. C'est peut-être pas sûr, quoi. Hein. Oui. L'histoire maintient les choses historiques, quoi. Peut-être pour la nouvelle génération, pour les jeunes artistes, c'est important de savoir comment Léo Ferré a évolué, à quel moment il y a eu un tournant décisif dans sa carrière. Oui, vous savez, ça, on décide pas de ça. C'est pas facile pour moi de vous expliquer comment et pourquoi. Je sais que moi, j'ai toujours une façon d'expliquer les choses. Quand je débutais, Oui. j'avais un téléphone que j'avais fait installer avec difficulté d'ailleurs parce que j'avais aucun moyen. Et j'étais toujours très près du téléphone. Et il ne sonnait jamais, n'est-ce pas? Ou alors très très rare. Quand il sonnait, pouf, je me précipitais, je me disais, c'est peut-être une affaire. Oui. Ça n'était jamais une affaire, mais enfin. Et puis les choses ont changé. Alors, comment dirais-je, au début, il est fatal qu'un jeune, mettons un jeune chanteur, entre guillemets, ait des difficultés parce qu'il n'est pas connu. Il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, il soit sur une scène. D'abord, il ne pourrait pas travailler parce qu'il ne saurait pas le faire. Vous savez, moi, si je dis que j'apprends toujours quelque chose. Oui. Et c'est vrai. Et je chante maintenant. S'il m'a eu chanté il y a 15 ans, je chante pas du tout. Je chante beaucoup mieux maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai appris petit à petit certaines choses que je ne savais pas. Vous comprenez? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été à l'origine de votre ascension, de votre gloire? Personne. Personne. Non, personne. Alors ça, vous savez, je crois que c'est ce que je dis. Je n'invente rien en disant ça. C'est le type lui-même, un peintre. Il peint ou il ne peint pas. Vous comprenez? Je pense que il y a des gens qui sont aidés, qui ont à un certain moment la route à prendre, Oui. la bonne route, et il y a quelqu'un peut-être qui l'a fait signe, prend cette route-là. Mais je pense que c'est très rare. Oui. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans le monde de la chanson? C'est pas un hasard. Non. Moi, je voulais être musicien. Chez moi, j'avais dit que j'étais musicien. Oh là là, c'était terrible parce que un artiste a toujours beaucoup de difficultés à s'imposer dans Oui. sa famille. Oui. Parce que la famille ne le croit pas, vous comprenez? L'artiste, c'est quelqu'un un peu de bizarre. Tiens, qu'est-ce que C'est péjoratif. C'est péjoratif. Ouais. Dans C'est le, dérisoire. comment dirais-je, c'est pas méchant, mais enfin, Ouais. c'est péjoratif. Et alors, j'avais pensé ça et je me suis dit un jour, j'avais fait mon droit, je voulais ne pas être artiste parce que personne ne m'aidait, je pensais que c'était difficile. Et puis,
il n'y a rien à faire, la musique chantait en moi, tout ça. Et j'ai voulu être musicien et je ne voulais pas être, comme on dit aussi pour les peintres, le peintre du dimanche, tu sais, le musicien du dimanche, je dis qu'il travaille, puis le dimanche il s'en va, il fait l'artiste. Alors j'avais de la voix, enfin ma voix à moi, et j'avais connu une artiste qui chantait, qui m'avait dit de revenir à Paris parce que c'était Piaf, cette fille, parce que là-bas on chante, etc. Je suis allé à Paris et si j'avais pas eu de voix, j'aurais pas écrit de paroles. Vous comprenez? Non. C'est ça. J'ai écrit des paroles pour moi, pour pouvoir aller chanter dans le cabaret, pour évidemment gagner très peu d'argent. Au début, je gagnais rien du tout. Pendant 3 mois, ça n'a jamais été prêt. Je n'ai pas été payé du tout. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Et puis après, tout doucement, tout doucement. Et si je n'avais pas écrit, si je n'avais pas eu de voix pour chanter des chansons, et je n'aurais pas fait ce métier, et j'aurais pas écrit de paroles, vous comprenez? Pour les autres, parce que les autres n'auraient pas chanté. Mai 68, Léo Ferré. Ah oui, comment vous l'avez vécu? Mai 68, ça a été un tournant pour vous Je pense que ça a été un tournant pour tout le monde, les gens pour ma génération, les gens comme moi, quoi. Ça a été un gigantesque phare, qui lui encore d'ailleurs, et une porte énorme qui est à peine entrouverte, comme je dis, il suffirait de la pousser, rien qu'un geste pour que les choses passent, enfin, pour que l'amour passe, et l'amitié, et les choses qui n'ont aucun intérêt resteraient derrière la porte. Et je pense que 68, ça a été... Vous savez, ça existe, parce que le jour j'avais été voir, après 68, j'avais été voir un type, je ne sais plus pour quelle raison, ça devait être un producteur, je ne sais pas quoi, qui avait habillé une cravate, tout ça, bien baisé. Et il m'a dit à un moment, vous savez, monsieur Ferré, avant 68, j'ai dit, écoutez, je vous arrête tout de suite. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que si vous dites avant 68, c'est qu'il y a après 68. Et c'est vrai, ça. C'est vrai. Il y a eu de la désillusion après? Je pense, oui. Mais ça a été fantastique parce que ça s'est fait sans les étudiants. C'est parti sur une chose un peu bizarre, parce que, pas bizarre, bébête, ça se passait à Nanterre, les étudiants de Nanterre, les jeunes gens voulaient décider, le pouvoir à laisser rentrer les filles chez eux, vous comprenez? Et alors, ils ne voulaient pas, et alors c'est parti comme ça. Pourquoi? Parce que ça devait partir, ça devait arriver, quoi. Et c'est, comment dirais-je, ça a été... Et les gens du pouvoir, de ce moment-là, ça les a impressionnés, vous savez. Et puis alors, c'est le président, le président du syndicat, CGT, le syndicat du Parti communiste, qui a vendu 68, comme je dis, à De Gaulle, vous comprenez. Et De Gaulle a été un peu impressionné par 68. D'ailleurs, il est parti peu après. Après 68, il y a eu le mouvement pop et hippie en même temps. Ça a été difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je travaillais avec des musiciens pop, justement. Un groupe qui s'appelait Les Zoos, qui était dans la même maison de disques que moi. Et il y avait un type qui est un type d'extrême droite, qui se fait passer pour un type d'extrême gauche. C'est un type abominable qui s'appelle Jean-Edern Allier, qui avait fait un appel au meurtre contre moi. Vous savez ce que c'est, l'appel au meurtre? Ça veut dire, ça veut pas dire aller tuer, mais aller porter des pavés. Ils disent dans son article, dans un journal qui s'appelait L'Idiot International, il avait dit aller faire ça chez Ferré, et ça avait marché. C'est-à-dire que pendant toute une tournée, il y avait 30-40 types qui forçaient les barrages de contrôle pour venir faire la révolution, enfin la révolution à eux, quoi, dans les salles où je chantais. Et alors, évidemment, vous savez, si même dans une salle de 2000 places, où les gens sont venus à 2000 pour vous écouter, s'il y a 10 mecs qui rentrent pour gueuler, c'est pas possible. Tout en l'air. Ça fout tout en l'air. Et alors, je chantais quand même. Et ça s'est arrêté à un moment, je ne sais pas comment. Vous savez, il y avait des choses extraordinaires. À Poitiers, à ce moment-là, j'avais commencé à Lille, c'était terrible, je descendais, je passais à Tours, oh là là, c'était terrible. Je suis arrivé à Poitiers un soir, et je faisais un entracte à ce moment-là. Et j'utilisais la sonorisation de l'endroit, vous comprenez? Alors, bon, c'était plus ou moins bien. Je faisais un entracte. Et au début, j'ai chanté dans le brouhaha, parce que au balcon, il y avait des gens qui étaient rentrés. Après, on m'a dit que c'était 15 qui avaient payé leur billet, et qui criaient pendant tout le temps, je chantais, quoi. Alors, qu'est-ce que je fasse?
il y a eu l'entracte. Après l'entracte, je les ai retrouvés en bas de moi, tout près, à 50 cm, à 1 mètre de moi. Et les hommes avaient des masques. Non, pas des trucs de Ku Klux Klan, vous savez. Oui, oui. Et les filles, comment dirais-je, des trucs... Les voiles. Les voiles, oui, Oui. oui, qui fermaient comme ça. Et il y avait un noir parmi eux. Et j'ai juste eu le temps de lui dire, j'ai juste eu le temps de lui dire, toi, si tu étais à New York, je ne sais pas de quel côté tu serais, n'est-ce pas? Ils avaient porté un grand ciseau comme ça, ils sont allés dessous, le micro sortait de la scène, montait, Ouais. ils avaient coupé le micro, et j'ai été obligé de partir parce qu'on ne m'entendait plus. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est fait traîner dans la boue par les journaux? C'est moi. Mhm. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et puis après, ça s'est arrêté. Et si on me demandait la raison, je ne sais pas pourquoi. Vraisemblablement... Incompréhension? Non, ça c'était des gens qui étaient des étudiants qui faisaient. Je pense qu'ils voulaient remettre en question des tas de choses, j'en sais rien. Ils auraient voulu que je marche sur les eaux, quoi, je ne sais pas. Ou alors ils étaient jaloux, vous savez, c'est terrible. La jalousie, ça fait marcher les gens, surtout dans le métier que je fais, c'est terrible. C'était l'époque des anarchistes. C'était 70? Attendez voir. Donc, en 69, ça a été extraordinaire pour moi. Oui. Puis fin 70, ça a commencé à être méchant, quoi. Mais justement, pendant un an et demi. Il y a eu les anarchistes, je crois, en 70. Oui. Et j'aimerais avoir votre définition de l'anarchisme. Mais pas en 70, les anarchistes. Moi, j'ai toujours été... Non, mais il y a eu la chanson. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord. La chanson, c'était donc fin 68 que j'ai écrite et... ah non, vous avez raison, c'est plus tard, je crois. Cours d'un récital en 70. Je me suis bien renseigné. Oui, c'est ça. Oui. Et... ah oui, alors c'était... Il y avait des gens, mais ça commençait à être... Pour moi, c'était facile, quoi. Il y avait beaucoup de bruit dans les salles, mais c'était souvent le bruit des cœurs qui battaient un peu trop fort, quoi. Mais l'anarchisme, c'est quoi pour vous? L'anarchisme, vous savez, moi, je ne savais pas que j'étais anarchiste. Et j'ai toujours dit que je devais être anarchiste dans le ventre de ma mère, n'est-ce pas? C'est dans le sang. Oui, c'est dans le sang. Parce que j'avais connu un maître d'hôtel dans un restaurant qui m'avait dit un mot un jour formidable. Et il m'avait dit, tu sais Léo, moi, si je nais une seconde fois, en sortant de chez ma mère, je regarderai par terre, et s'il n'y a pas de moquette, je rentre. Ça, c'était fantastique. Ouais. C'était un mot de maître d'hôtel, qui n'était pas un type très intelligent, mais il avait des mots comme ça. Et je me rappelle, moi j'avais 14 ans, je ne sais pas pourquoi un jour j'avais un petit dictionnaire Larousse, tout petit, ils ne font plus comme ça maintenant, j'ai regardé Anarchie, allez savoir pourquoi, et j'ai vu uniquement négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je trouve ça formidable. Hein. C'est ça. Et personne ne peut me contredire. J'ai jamais vu rencontrer quelqu'un qui m'a dit il faut de l'autorité. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit mais alors tu viens en ville, tu t'arrêtes au feu rouge. Je dis oui, je vais en ville, je respecte l'autre, comme il doit me respecter. Donc si je m'arrête au feu rouge, c'est que il y a l'autre qui est au feu vert, je le respecte, mais il doit me respecter. Voilà, au fond, c'est ça. Donc si un jour les gens en arrivaient à se respecter mutuellement, il n'y aurait plus besoin de pouvoir, de police, etc. Et non, mais enfin, je pense que ça, c'est pas possible, parce qu'il y a toujours des gens qui ne voudront pas respecter l'autre, quoi. Voilà. Léo Ferré, vous avez des chansons qu'on peut appeler classiques, et d'autres qui sont de véritables discours sur fond musical. Et on a l'impression que vous vous sentez beaucoup mieux dans le deuxième genre. C'est vrai? C'est l'impression que vous avez? C'est pas ça, ça a démarré comme ça après 68. C'est toujours une question de circonstance, d'ailleurs. Je ne me suis jamais installé pour écrire un texte comme ça. Oui. Il fallait que je fasse quelque chose. Je devais tourner dans un film et on m'avait demandé d'écrire une sorte de diatribe, enfin, contre les choses et les pouvoirs établis. Vous voyez. Alors j'avais écrit Il n'y a plus rien. Oui. Et au moment où le fils, mon fils, dont je parle, mon fils, tu peux te lever, au moment où il va parler à ses parents et à ses amis. Et alors, ça s'est pas fait dans le film, j'ai pas fait le film. Et j'avais ce texte-là, alors je l'ai augmenté et j'ai fait ça comme ça. Allez savoir pourquoi. J'étais chanté au Canada, j'avais ça, Il n'y a plus rien, un texte qui s'appelait Les Amants Tristes. Et je l'ai chanté au Canada en septembre 72, je faisais l'Olympia en novembre 72. Et alors je savais pas ce que ça allait donner, ça, moi j'en sais rien. Et ça a marché formidablement au Canada, à Montréal et à Québec. Et en rentrant, je fais ça à l'Olympia, ça comme ça. Puis il y a eu Préface, oui. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres, oui.
bien sûr... il n'y a plus rien, je crois. Il n'y a plus rien, c'est ça, la violence et l'ennui. Et puis, Oui. puis j'en ai des tas de... Thank J'en ai you, à la maison Satan. beaucoup. Thank you Satan, c'est une chanson quand même. Oui. C'est parce que ça vous permet d'improviser, peut-être? Je sais pas, Sur j'ai scène. pas fait exprès, vous savez. Non. Oui. Comment naît une chanson, Léo Ferré? Le texte avant, la musique après? Ah, ça, on me demande toujours, on ne sait pas, je ne pourrais même pas vous répondre, j'en sais rien. Quoi. Le tout en même temps? Oui, souvent. Oui. Et puis souvent le texte avant, Oui. ou la musique avant aussi, ça. Mhm. Vous êtes parfois tendre, parfois violent, révolté, provocateur, des fois grossier même, à la limite. Comment expliquez-vous cette multitude de facettes? Peut-on parler de paradoxe? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aimez déranger, secouer les gens. Ce n'est pas que j'aime les secouer et les déranger. Vous savez, si je m'écoutais moi, dans mon coin, je resterais chez moi. Je suis absolument un solitaire sans problème. Mais il y a le, comment dirais-je, le métier que je fais. On me dit pourquoi tu fais ça encore? Je dis parce que c'est un engrenage, n'est-ce pas? Je fais des disques tous les ans, je fais des choses comme ça, puis ça m'intéresse de faire ça parce que si je ne travaillais pas, je me balancerais de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça m'évite de voir les choses qu'il ne faut pas voir et que les gens sont habitués à voir, obligés à voir parce qu'ils ont le quotidien qui les surprend chaque matin. Ils doivent se lever, se laver, se vêtir, aller au travail, rentrer manger, retourner au travail. Et il est évident que ces gens-là, qui sont la plupart des gens, n'ont pas le droit à un moment de penser, de pouvoir se révolter, parce que la révolte, c'est l'intelligence du geste, n'est-ce pas? C'est vrai, quoi. Même dans le mot, n'est-ce pas? Il faut vraiment se révolter tout le temps, quoi, parce que sinon, c'est pas possible. Donc pour réfléchir, il faut être disponible. Il faut éviter la routine. Oui, d'accord, c'est sûr. Le métro, il faut se rendre disponible. Il faut éviter les manies. Vous savez, ce qui est grave, c'est les manies, les manies de la maison. Vous voyez. Quand vous rentrez chez vous, personne ne vous voit. Alors là, vous êtes vous-même, n'est-ce pas? Vous-même dicté par toute une, comment dirais-je, par ce qu'on vous a appris, vous comprenez? Bon, parce que vous avez été petit, vos parents ont fait ça, etc. Et il faut faire très attention à ça. Il faut éviter les petites manies, et parce que je dis que la révolution, avant de la faire dans la rue, il faut la faire dans la tête. C'est la raison pour laquelle on n'en fait pas dans la rue. Ouais. Quelqu'un a écrit un jour, Léo Ferré, dirigeant l'orchestre, il bat la mesure trop lentement et fait traîner longuement ses interprétations. Sur scène, il se fait accompagner par 80 musiciens lorsque les conditions techniques le permettent, ou chante sur une bande d'orchestre en playback. Le public y perd dans les deux cas. Qu'en pensez-vous? C'est un drôle de conte, ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un minable, vous voyez. Le playback. Qui ne peut pas supporter que quelqu'un puisse faire quelque chose qu'il ne serait jamais capable de faire. Voilà, c'est ça, vous comprenez? Ouais. Le playback, c'est... Vous savez, les musiciens, quand je peux en avoir 80, comme j'ai besoin de 80 musiciens, je les prends, évidemment, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en Belgique, à RTB en Belgique, le 25 mai dernier. À la fin de l'année, j'étais travaillé avec l'orchestre de Nancy, et puis il y a un an avec l'orchestre de Lorient. Oui, mais ça, on ne me donne pas un orchestre, vous comprenez? Oui. Il faut que j'aille là-bas, que je vois les choses et tout ça. Et puis, on ne me prend pas au sérieux. Parce qu'on ne veut pas me prendre au sérieux, vous comprenez? Les gens en France, la musique qu'on appelle dodécaphonique, moi je l'appelle dodécacophonique, celle-là, parce qu'il y a des gens qui écrivent de la musique dodécaphonique, c'est avec les 12 tons, avec la technique de Schoenberg, n'est-ce pas? Qui ont du talent, qui ont eu du génie, et qui sont très écoutables, c'est très beau d'ailleurs. Il y a Alban Berg et Bartók. Mais tout le reste, pourquoi voulez-vous qu'il y ait 10 000 musiciens aujourd'hui à Paris, alors que si vous comptez au 19e siècle et vous demandez combien il y a eu de grands musiciens, vous ne dépassez pas le nombre 5, vous comprenez? Je parle des très grands musiciens. Hein. Et alors, c'est le pouvoir en France, le pouvoir culturel, qui aide ces musiciens dodécaphoniques, patronnés par ce Boulez, n'est-ce pas, qui s'appelle Pierre, que j'appelle Boubou, n'est-ce pas? Et qui touchent beaucoup d'argent pour leur petite passion. Et je me demande pourquoi ça se fait. Ça peut être de raison, vraisemblablement. Mais l'année dernière, ils ont touché, ces gens-là, 65% du budget de la culture, SIC, de la musique en France. Alors, je trouve ça un peu gros, car quand vous écoutez ces gens-là, moi, je peux essayer un piano, je vous ferai voir ce que ça donne, parce que j'achète les partitions, les disques, ces gens-là, j'achète plus maintenant, parce que c'est inutile, c'est abominable.
Et ils sont aidés. Ils sont aidés. Et les autres musiciens, bon, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Vous comprenez? Oui. Si vous êtes un musicien, si vous chantez, vous n'avez pas le droit de chanter. Si vous chantez en vous, quoi. Oui. Ces gens-là ne peuvent pas chanter, ils n'ont aucune inspiration. Alors ils trafiquent avec leur machin, leur mécanique, Le leur synthétiseur. non, même pas le synthétiseur, je parle à Les table, filtres. les fils, et puis ils écrivent ça, et puis ils font des lettres comme ça. Il y avait un musicien, je ne sais plus comment il s'appelle, polonais, qui, depuis que le pape est polonais, il a changé de formule, lui. Il est revenu presque à Handel, vous comprenez, ou à Haydn. Et avant, il écrivait des musiques. J'ai une partition de lui chez moi qui s'appelle, je crois, c'est le dièse yré, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle ce type. Et alors, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, ces partitions, c'est fantastique, quoi. Vous avez une petite lettre comme ça, et puis on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et c'est écrit, ça, voilà. Oui. Mais pour en revenir au playback, c'est pas gênant pour vous, vous qui aimez improviser Ah non, c'est pas gênant du tout. C'est pas moi gênant. le type que vous avez cité là, il dit que je fais lentement les choses. Bon, on va voir. Moi, je suis dans le tempo. avec le grand orchestre, hein, il dit ça. Ah oui. Oui, vous dirigez lentement le grand orchestre. Quel con, Je alors. sais pas quoi. Bon, c'est bon. Enfin bref, il y a des chansons, Léo Ferré, pour lesquelles le public applaudit très fort. Sont-elles vos préférées? Ou y a-t-il des fois un décalage entre vos préférences et celles du public? Moi, je pense pas à ce que j'ai fait parce que ça m'intéresse pas. Je pense que à ce que je pourrais faire, à ce que je serais capable de faire demain. Oui, pour moi, en tout cas, pour me faire plaisir. Mais le reste, il y a effectivement des chansons que moi je ne chante pas parce que j'estime que je les chante mal, qu'elles ont été mieux chantées par certains des interprètes qui ont chanté mes chansons. Je pense à une chose comme Joli Môme ou Paris Canaille. Oui. Je chante pas parce que c'est pas pour moi. Vous voyez. Mais on applaudit très très fort, par exemple, pour Avec le temps, Oui, parce ou que alors oui. cet extra. Oui, c'est extra, oui, parce que ça a fait partie d'une histoire de discothèque-comanie, vous voyez. Oui, Ça, oui. bon, Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs, je veux dire. Non, non, absolument pas. Et puis cet extra, les gens n'ont jamais compris. C'est une chanson triste. Voilà, une chanson triste. Cet extra. Les trous de mémoire, Léo Ferré, Ah oui. ça arrive souvent? Ça arrive. Ça arrive, c'est provoqué par voilà, lorsque je connais trop une chanson, c'est difficile ça à dire, à expliquer. Je pense à autre chose. Alors quand je m'aperçois qu'en chantant, je peux penser à autre chose, évidemment je rectifie tout de suite, parce que Oui. sinon c'est pas possible. Alors il y a un moment où la chanson, je la connais bien, c'est un peu après avoir chanté pendant 20 fois en public, Oui. toujours en public, hein, Oui. et pendant après un grand laps de temps. Et puis à un certain moment, je les connais trop, alors il faut que je change, parce que je me trompe, parce que Oui. le mot ne vient plus, parce que C'est je ça. pas. Et puis si je suis dérangé par le public, C'est ça. comment dirais-je, si je vois trop les gens, il faut que je m'habitue à les voir. Alors ça va. Mais si on les fait voir, par exemple, hier soir, on a mis les lumières, là, et il a fallu que je rectifie, que je fasse attention, oui, parce que ça peut évidemment me faire tromper. C'est sûr. Oui. Vous avez le trac Non, avant le gala ou pendant? non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais eu le trac. Mais je pense que les gens qui disent qu'ils ont le trac, c'est pas vrai. Hein. Il y en a qui Ils ont ont peur. peut-être la hantise de rentrer. Oui, peut-être, moi Le non. public fait peur. à Moi certains. j'avais vu, il y a un type qui chantait accompagné à la guitare, qui était très connu, qui est plus connu du tout, et qui chantait des choses un peu hispanisantes, ou hispanisées. Hein. Alors, un jour, il y avait une espèce d'autocollant à la télévision, j'étais comme ça, là. Puis j'étais dans le rue, j'allais chanter une chanson, puis je l'ai vu, je l'ai regardé, et il allait rentrer en scène, et il a fait comme ça. Ça, c'est terrible, ça. Oui. Ouais, hein. Je sais pas comment vous faites ici, mais... Pour se remonter le moral. Je sais pas, il doit avoir peur. Je sais Oui. pas. Vos rapports avec le public. Avant, je me rappelle, vous ne discutez pas tellement avec le public. Vous venez, vous interprétez vos chansons et vous partez. Et vous refusez même de voir du monde après le gala. C'est vrai, non? À un Je certain me- moment, je partais tout de suite, puis en 70, Oui. 71 par là. Oui, Je partais tout de suite parce que j'avais beaucoup d'ennuis après. oui, Mais sinon, les gens, je les vois. Hein. Il n'y a aucune raison. Des fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent vous fatiguer un peu trop. Parce que moi, ce qui me fatigue, c'est pas mon tour de chant, c'est, comme je dis, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire les déplacements c'est ça.
Puis ce qui se passe après, si je Après. chante pendant 3 heures, après ça dure 3 heures parce qu'on va manger, Oui. vous savez. Oui. Alors des fois on est 20, Oui. 25, alors si vous allez dans un restaurant de nuit à 20, 25, Oui. c'est pas comme si vous allez à 2 ou 3, on peut être servi très vite et manger très vite. Alors évidemment ça fatigue, mais enfin c'est comme ça. Oui, mais au cours du gala, Au cours du gala, c'est-à-dire. avant, vous chantez vos chansons Oui, comme dans un disque oui, et vous partez. oui, oui. Et là, dernièrement, par exemple, à Carthage, vous vous êtes bien amusé. Oui, ben d'accord, mais Vous alors avez ça, improvisé, oui. vous avez raconté des histoires. Oui, Hein. oui, parce que comment dirais-je, ça m'intéresse, moi, vous comprenez? Oui. Alors, je suis plus, comment dirais-je, je deviens comme je dois être, très vrai, vous comprenez, en scène. Parce que sinon, la chanson que je connais bien, je la chante. Bon, je sais très bien la chanter, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je me fais rire un peu, quoi. Voilà. Léo Ferré, vous avez rencontré des publics différents, donc vous avez de l'expérience, vous connaissez un petit peu la psychologie du spectateur, du public. D'après vous, comment gagner la sympathie du public ou des publics et comment accrocher le public? Vous savez, le type qui essaie de gagner la sympathie du public, c'est une pute, hein. Hein? Alors moi, je suis pas comme ça, quoi. La sympathie vient parce que c'est comme ça part de là. Oui. Mais les gens qui essayent ils n'arrivent pas à trouver la... Ils restent toute leur vie, quoi. Oui, mais C'est- comment C'est un maîtriser? mot courant, mais vous savez, il faut le dire, ça. Oui. C'est horrible, ce métier, parce qu'il y a des gens qui sont à n'importe quoi. La plupart, d'ailleurs. Comment arriver à avoir un public qui écoute attentivement, Bah, qui ne c'est- fait pas de oui. bruit? Ah, il faut croire que j'ai du talent, hein. Hein. Il faut avoir du talent. Je sais pas, je suppose. Mais vous savez, j'ai comme dit... ça qu'on a Non, la je ris, je dis, parce que j'ai Oui. dit... on m'a dit, pourquoi vous dites que moi j'y vais comme ça, je n'ai pas essayé un jour d'apprendre dans un livre comment faire les choses que je fais. Oui. Alors, on m'a dit, mais pourquoi vous dites que vous êtes... mais vous êtes le plus grand. Vous dites que vous êtes le plus grand. Moi, je dis pas que je suis le plus grand. Mais enfin, alors à ce moment-là, je suis d'accord. Vous êtes le plus grand, mais alors... Et alors, comment ça se fait que vous êtes le plus grand? Vous dites que vous êtes le plus grand. Vous admettez être le plus grand? J'ai dit, oui. Pourquoi pas? Je dis, pourquoi pas? Et vous savez ce que je fais? Je fais comme ça. Vous savez pourquoi je suis le plus grand? Alors je fais comme ça. Voilà. Je cherche le plus petit. Qu'est-ce qu'un bon public, Léo Ferré? Vous avez dit un jour, mon public, c'est celui qui m'écoute et non celui qui vient me voir. Vous préférez le disque dans ce cas? Ah non, le disque c'est mort. Hein. C'est mort. C'est une chose morte, le disque. Oui, c'est une matière, quoi. Donc la scène, c'est très Ouais. important. Ah oui, c'est très important. C'est pour ça que je chante, parce que je fais des disques et vous savez, l'année dernière, oui, il y a 1 an à peu près, j'étais dans une loge dans l'est de la France et après mon tour de chant, il y a un garçon de grande taille, jeune, qui rentre tout en larmes. Mm. Alors moi, je ne fais jamais le rapport avec moi, vous voyez, Oui. tout de suite. Hein. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que tu as, ça va pas? Il me dit, c'est fantastique de te rencontrer, formidable, qu'est-ce que tu es. Alors, je le fais asseoir comme ça, et je lui dis, quel âge t'avais en 68? Il me dit, 4 ans. Alors là, je suis un type extraordinaire, vous comprenez? Oui. Et pourquoi? Oui. Il y a le disque. Oui. Et le disque qui est une matière Oui. morte, qui a été faite une fois pour toutes. Quand j'écoute un disque de moi, Oui. je ne m'intéresse pas, des fois je suis obligé de l'écouter pour réapprendre une chanson, pour voir ce que j'ai fait. Mais je le ferai autrement aujourd'hui, vous comprenez? Parce que j'ai 10 ou 15 ans de plus de métier Oui. depuis que j'ai fait le disque. Et j'estime que si je vais chanter, moi, vivant, sur une scène, comme ça m'est arrivé dans ce théâtre de l'Est, à Paris, de l'Est de la France, Oui. que de Nancy ou ailleurs, si je suis là, ce garçon qui avait entendu mes disques, il m'a vu, il a reçu quelque chose d'autre dans les oreilles, c'est sûr, et dans le cœur, vous comprenez? Oui. C'est pour ça que je chante. Mais si je comprends bien, vous préférez les gens qui viennent donc assister à vos galas tout en vous écoutant, pour vous écouter et non pas pour vous regarder, pour regarder Léo Ferré sur scène avec Non. ses cheveux blancs, avec son, Non, mais son ça, costume noir. Je crois pas que les gens viennent pour ça. Hein. Non. Ils viennent parce qu'ils ont envie de me voir, parce qu'ils me connaissent bien. Pour maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de chanter maintenant. Oui. Ça n'a rien à voir avec mes débuts, bien sûr, et puis Oui. avec 70, 71. Oui. Non, non.
Je pense pas que des gens aient des idées derrière la tête. Ceux qui sont pas bien, ils s'en vont. D'ailleurs, je leur remarque, je leur dis, mais va-t'en, mon vieux. Oui. Hein. Mhm. Vous portez toujours le noir sur scène. Pourquoi le noir spécialement? Parce que je sais pas Il y a pourquoi. une signification? Absolument aucune signification. Non. J'aime bien, moi. Oui. C'est strict. Oui. Hein. Puis je suis un homme, je vais pas me montrer. Vous avez vu aujourd'hui comment ils sont les mecs qui chantent les rock. C'est folklorique. Ah, je me demande toujours si c'est un homme ou une femme, moi. Alors, c'est peut-être l'époque, j'ai l'air d'un con, mais c'est Oui. comme ça. Hein. Mais c'est l'invasion de la chanson peut-être américaine. Américaine, qui est l'un Ouais. des producteurs, c'est l'envahissement Oui. de notre... de la France, de l'Europe, et C'est d'ici ça. aussi. parce Oui, que oui. hein, comme ça. Oui. L'envahissement, c'est le commerce, Mhm. le gros commerce, American commerce. C'est des gens que je trouve, bon, je ne peux pas supporter. Mais alors, Il y a des gens justement- qui ont du talent, attention. Hein. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, toujours pareil, vous Oui. comprenez. Mhm. Alors, on écoute ça, vous ne pouvez pas savoir qu'à l'Italie, c'est pas possible. Il y a des tas de radios dites libres en Italie. Alors, je ne sais pas, j'avais enregistré une cassette l'année dernière, une radio à 4h30 l'après-midi, du côté de chez moi. Alors, il passait le dernier album d'un tel américain, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et alors, l'italien, le type, le speaker, le jingles, parle italien avec l'accent anglais, vous comprenez. Oui. Hein. Et combien il y a de chanteurs italiens qui chantent en anglais, vous comprenez. L'autre jour, j'ai écouté en France, je sais pas, un chanteur chantait en anglais. Alors, vous comprenez, les Américains, quand ils chantent, au moins ils chantent avec leur accent. Oui. Et puis cette parole, cette syllabe, cette parole va très bien avec leur musique. Hein. Voilà. Ça, c'est vrai, ça. Mhm. Et puis, ça excite un peu le sexe, n'est-ce pas, paraît-il. Bon, c'est toujours comme ça, c'est ça. Et comme tout le monde est viré là-dessus, ça se comprend aussi. Mais des fois, il y en a marre, quoi, non? On écoute Beethoven, Mozart, quoi, pourquoi pas, quoi. Debussy, Ravel, Bartók. Oui. Alors, laissons un peu de place aussi à la beauté. Mhm. Donc elle a eu un effet néfaste, cette musique américaine, sur la chanson française. Néfaste. Je veux dire qu'il y a des gens qui viennent chanter, des Français qui se mettent chanter Oui. avec des chansons Oui. américaines. Alors, que ça veut dire? Mhm. Ça embouteille la circulation. Oui.